Hey, salut mes poulets! On arrête un petit peu de parler bourse pour ce premier épisode d'une mini-série sur l'immobilier. Mini-série qui devrait durer 3 épisodes, je pense. Et aujourd'hui, on va parler du plus classique, du plus connu, l'immobilier détenu en direct. Ouais, bah c'est facile ça. T'achètes des appartes, tu les loues et tu te fais un max de thunes. Eh bien non, Jean-Sébastien, justement, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en est à l'air. Vous connaissez la chanson, on rentre dans le vif du sujet juste après l'intro. Le premier point, et sûrement le plus important, c'est de savoir exactement ce que vous voulez faire. C'est pas du tout la même chose de gérer une location longue durée classique où vous allez avoir le même locataire pendant 5 ans que de faire du Airbnb. Vous vous en doutez, c'est pas un secret. Plus vous allez mettre la main à la pâte et plus votre potentiel de rentabilité sera important. Ainsi, un Airbnb rapporte généralement beaucoup plus qu'une location longue durée classique, mais c'est aussi beaucoup plus de tracas pour vous. Et à mi-chemin entre les deux, vous avez aussi les colocations. À vous de savoir à quel point vous êtes prêt à investir votre temps dans cette activité. Est-ce que vous voulez quelque chose d'à peu près passif ou est-ce que vous voulez vraiment y consacrer énormément de votre énergie? Et même au moment de l'achat immobilier, c'est extrêmement important de savoir ce que vous allez en faire derrière, parce que tous les endroits ne se prêtent pas à faire du Airbnb ou de la colocation, il faut quelque chose qui soit adapté au projet que vous avez. Globalement, voilà une idée extrêmement approximative de ce que vous allez pouvoir avoir avec ces 3 types de location. À ça, évidemment, vous allez devoir ajouter la plus-value sur votre bien immobilier, puisque généralement l'immobilier a tendance à prendre de la valeur dans le temps, ne serait-ce que pour suivre l'inflation. Et en dessous de ça, vous allez évidemment devoir retirer les taxes et les différents frais de rénovation et autres que vous allez devoir faire. J'insiste bien sur le fait que ces rendements sont des approximations. Ils varient énormément en fonction notamment de la ville dans laquelle vous allez effectuer votre achat. Prenez donc le temps de bien étudier votre dossier avant de passer à l'acte. N'oublions pas que tous les investissements comportent des risques, l'immobilier ne fait pas exception. Si vous avez de mauvais payeurs en tant que locataire, s'il dégrade votre bien ou même si vous avez simplement des périodes de vacances locatives, ça risque d'altérer largement le rendement que vous espériez avoir. En plus de quoi, il ne faut pas oublier que vous allez payer des frais de notaire. Ces frais de notaire, vous allez les subir sur le coup, c'est une perte sèche et définitive sur laquelle en plus vous ne pourrez jamais générer d'intérêt. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point, c'est un calcul qui est très complexe, mais il y a aujourd'hui plein d'outils accessibles sur internet, notamment sur notaire.be, pour calculer les frais de notaire que vous allez devoir remettre au moment de l'achat de votre bien immobilier. N'oubliez juste pas une chose, c'est qu'il y a des frais de notaire sur l'achat immobilier, mais il y en a aussi sur le crédit hypothécaire que vous allez contracter. N'oubliez pas donc d'additionner ces deux sommes pour avoir le vrai résultat final de ce que vous allez devoir remettre. Une transition parfaite pour parler du prochain point, le crédit. Puisque finalement, faire de l'immobilier sans crédit, c'est comme bouffer plein de galettes de riz sans chocolat pour essayer de maigrir. Non seulement on se fait chier, mais en plus c'est contre-productif. Vous avez sûrement entendu plein de fois dans votre vie la phrase « Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent ». C'est pas totalement faux, mais en fait ici c'est plutôt le contraire. Pour que ce soit plus clair, je vais vous l'illustrer avec un exemple. Imaginons que vous ayez 200 000 € à investir et que vous pouviez soit acheter une maison à 200 000 € pour la louer ou en acheter une à 400 000 en empruntant 200 000 de plus à la banque. Si la banque vous les prête à 3% et que votre investissement immobilier donne du 8, vous prenez la différence entre 3 et 8, soit 5% par an sur 200 000 € qui à la base ne vous appartenaient même pas. C'est ce qu'on appelle en finance l'effet de levier. Et dans l'immobilier, c'est un outil clé pour aller tirer un maximum de performance. Le principe est simple, emprunter un maximum d'argent à la banque et mettre le plus d'écart possible entre le taux d'intérêt que vous leur devez et la rentabilité de votre investissement. La différence tombera directement dans votre poche. Nous voilà finalement arrivés à l'heure du petit graphique. Vous le constatez vous-même, un simple portefeuille en bourse surperforme l'immobilier, du moins si on parle de l'immobilier le plus classique, de la location longue durée. Ce qui ne veut pas dire qu'investir en immobilier est une mauvaise décision, ça peut tout à fait avoir du sens, notamment dans une logique de diversification. En plus, vous pouvez aller tirer de la surperformance en faisant de la colocation ou du Airbnb, mais il faut bien comprendre que c'est un petit peu un second métier, on s'éloigne finalement de l'investissement passif. Vous avez
peut-être remarqué un autre détail, c'est qu'à un point du graphique, les deux courbes se chevauchent presque avant de s'écarter à nouveau, toujours en faveur de la bourse. Cet effet n'est en rien dû au hasard, c'est simplement la traduction de ce que je vous ai expliqué sur l'effet de levier. Au début de votre achat immobilier, vous sous-performez parce que vous avez payé les frais de notaire. Mais ensuite, grâce à l'effet de levier, vous gagnez un maximum d'argent sur les premières années, ce qui vous permet de rattraper la performance en bourse. Cependant, petit à petit, alors que vous remboursez votre crédit, vous perdez cet effet, qui permet à la bourse de redépasser à nouveau la performance de l'immobilier. La conclusion à en tirer, c'est que si vous investissez sur un bien immobilier, la bonne durée de détention, c'est pas forcément le plus longtemps possible. Il faut en réalité trouver le point auquel votre rentabilité n'est plus suffisante que pour justifier de le conserver et qu'il vaut mieux le revendre, soit pour investir en bourse, soit pour relancer un nouveau projet immobilier. Je vous le donne à la grosse louche, évidemment chaque situation est différente, prenez le temps de vous informer pour votre cas, mais ça se situe en général à l'approche des 2/3 de la durée de votre crédit. Vous l'aurez compris, l'immobilier c'est quand même un sacré bordel, mais comme je suis sympa, je vous ai mis en description un lien vers une Google Sheet qui vous éclairera peut-être sur vos futurs investissements. Attention cependant qu'elle est faite pour les investisseurs belges. Si vous êtes français ou suisse, il faudra peut-être un petit peu la retravailler pour avoir les bonnes informations. Bourse, immobilier, au final, ce ne sont que les briques d'une stratégie patrimoniale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre approche sur le sujet. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt mes poulets.